2020 était donc l'année de la bande dessinée en France. Le mois de janvier avait été marqué par la mobilisation des auteurs de BD qui espéraient des réformes rapides pour résoudre leur précarisation croissante. À la même période, un virus venu d'Asie, la Covid-19, commence à se répandre comme une traînée de poudre de par le monde. Les Français réalisent à peine que la maladie est déjà arrivée sur le territoire. Mais le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, se veut rassurant. Le 18 février, il déclare à la radio que la France et ses hôpitaux sont prêts à faire face aux risques épidémiques. Le même jour, au ministère de la Culture, Franck Riester annonce les mesures envisagées pour les artistes-auteurs, sur 3 axes majeurs. 1. Garantir l'accès des artistes-auteurs aux droits sociaux fondamentaux. 2. Améliorer leur situation économique. 3. Mieux les associer dans les négociations les concernant. Le ministre invite les acteurs des différentes filières créatives à se réunir pour mener des concertations, afin que les rapports de force et la répartition de la valeur soient plus équitables. Il précise, le ministère de la Culture assumera pleinement son rôle de médiateur. Cependant, il ne lui revient pas de se substituer aux acteurs du secteur. En tant que représentant du SNAC, très honnêtement, je n'attendais pas grand-chose de ce qui allait sortir du cabinet du ministre. Mais je ne dis pas qu'il y a des mauvaises volontés au sein du cabinet du ministre, mais un ministre de la Culture, pardon de le dire comme ça, un peu, mais j'ai l'impression que ça décide pas grand-chose en termes de politique. Et quand c'est un gouvernement comme celui d'Emmanuel Macron, qui se dit ni de droite ni de gauche, mais surtout de droite, et ben on ne s'attend pas à grand-chose en termes de résultats, quoi. Sur les grands principes, je me fais aucune illusion. Mais par contre, je sais que sur des curseurs, on peut bouger aussi des choses. Et c'est là que je pense qu'en termes d'organisation professionnelle, on peut agir. Le plan Riester ne satisfait pas complètement les associations d'auteurs, qui ont bien l'intention d'accélérer le tempo. À la mi-mars, alors que l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS, un collectif d'associations organise à Paris un hackathon. Cet événement réunit universitaires, avocats, experts en propriété intellectuelle et auteurs pour réfléchir et proposer des solutions pratiques et d'application immédiate. Bonjour à tous, merci vivement de votre présence. C'est un plaisir immense pour moi de commencer cette première édition d'Hackathon. L'idée de cette organisation s'est imposée presque comme une évidence, dans un contexte inédit. Inédite est cette libération de la parole des auteurs qui, sur les réseaux sociaux, contestent leurs conditions de travail. C'est organiser un instant de réflexion et un temps d'échange de points de vue de personnes dotées de ressources différentes, les savoirs empiriques des uns acquis à partir de leur expérience de terrain, et puis les connaissances expérimentées des autres qui nous permettront d'avoir un nouvel éclairage et de prendre du recul dans une période un peu particulière quand même. Nous travaillerons ensemble autour de 3 axes. Un premier atelier réunira auteurs et experts en droit pour construire un contrat d'édition équitable. Un deuxième atelier sur l'invention d'un droit des relations collectives pour réfléchir et permettre aux associations et syndicats d'être plus forts à la table des négociations. Alors dans 24 heures, on remettra un rapport synthétique qui contiendra des mesures taillées sur mesure et prêtes à porter aux plus hautes instances représentatives. Et je vous remercie infiniment de votre présence et je vous remercie de votre attention. Voilà. Nous sommes plusieurs à avoir tenté d'attirer au fil des années l'attention des ministres de la Culture éphémères sur notre situation. On faisait un travail pédagogique qui était chaque fois à recommencer, et quand on a rencontré Franck Riester, on avait l'impression que les choses bougeaient et que le ministre était désireux de garder la cohérence, garder la force du rapport, même si déjà il avait dit qu'il n'y aurait pas tout. Et puis les récentes réunions, la toute récente réunion de concertation sociale, avait le sentiment que le mot de concertation était balayé, qu'il n'y avait pas de concertation, il y avait comme toujours et comme depuis longtemps de l'information. Aujourd'hui, on est dans un moment où si on ne reprend pas la main, ça sera absolument perdu. On a toujours dans les associations essayé d'être poli, correct, conciliant, on discute peut-être trop. Et moi j'avoue que ce que j'attends des juristes là, c'est une aide à contraindre. Vous n'avez pas respecté nos droits sociaux ou nos droits d'auteur, enfin droits de propriété intellectuelle, eh bien ça va vous coûter quelque chose. Si ça ne leur coûte rien, ça ne fera rien. Sans concertation, pas de juste rémunération, il faut des sanctions en face des obligations. Il faut que tu comprennes, même si cela te peine,
que je suis l'essence de ce qui sera ta croissance. Ils ont partagé les droits sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons mécontents. Le vrai et véritable problème, c'est que le contrat d'édition aujourd'hui entre un éditeur et un auteur, c'est un contrat dans lequel on a une partie très forte et une partie très faible. Et comme dans tous les contrats où vous avez une partie faible, eh bien, si personne ne vient à un moment réguler ce rapport contractuel, il est faussé. Dans notre contrat idéal, qu'est-ce qu'on doit regarder nous en tant qu'auteur quand on va signer un contrat? Il y a deux choses, il y a la rémunération du travail de création et la rémunération en effet de l'acquisition des droits. Et en fait, nous, ce qu'on veut dire avec les autres artistes-auteurs, c'est qu'on veut les deux. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les deux parties du gâteau. Ce qui se passe beaucoup en audiovisuel. En audiovisuel, tu vas être payé pour les journées de tournage, de montage que tu fais en tant que, on dit par exemple, réalisateur technicien, et puis après, tu déclares ton œuvre à la SACD, etc., et tu as des droits. Donc c'est exactement cette situation où on distingue la double nature de la création, qui est d'une part un travail, et d'autre part une propriété qui est exploitée. Une égo individuelle ne permet pas l'approche structurelle, seul un égo collectif offre une vision culturelle. Si tu ne veux pas du temps passé à créer tel un furieux, entendre parler de le payer, tu vas me rendre belliqueux. Ils ont partagé les droits sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons mécontents. Les échanges sont intenses et durent une bonne partie de la nuit. L'enjeu est de taille, parvenir à être une force de proposition imparable pour avoir une chance d'être prise en compte dans les concertations à venir. Seulement quelques heures après la fin du hackathon, l'euphorie collective se heurte à la réalité d'une situation de crise sanitaire majeure. C'est le président Emmanuel Macron lui-même qui l'annonce à tous les Français. Françaises, Français, nous sommes en guerre. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Le 17 mars, c'est un confinement général qui est institué en France. Pour éviter les contaminations et soulager les services hospitaliers débordés, les déplacements sont strictement limités et tous les commerces dits non essentiels sont fermés. Les librairies en font partie. Avec le confinement, c'est toute la chaîne du livre qui est à l'arrêt. Auteurs, éditeurs, libraires et leurs intermédiaires, tous s'inquiètent du coup d'arrêt porté aux ventes des livres. D'après une enquête du Syndicat national de l'édition, réalisée au printemps, c'est en moyenne 1 livre sur 5 dont la sortie est reportée, quand elle n'est pas carrément annulée. Un drame pour les auteurs concernés. C'est le cas de Lucie, dont les 2 premiers tomes de la série Olive devaient initialement arriver en librairie à 6 mois d'intervalle, entre mars et septembre 2020. Le tome 1, il est sorti le 6 mars, donc un peu moins de 10 jours avant le confinement. Donc il n'a pas eu trop de vie. C'est les 3 premières semaines, le premier mois qui est important pour un livre. C'est vrai que ça donne vraiment un coup moral mais ça de savoir que le projet sur lequel tu as bossé pendant 2, 3, 4 ans est repoussé, ou qu'il est sorti et qu'il n'a pas eu sa chance. Toute la promo que notre éditeur avait mis en place, enfin, toutes les planètes qui étaient alignées, en fait, ça a tout foutu en l'air. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, notre tome 2 qui devait sortir en septembre, donc 6 mois après la sortie du tome 1, a été décalé. Et ça a été une période assez compliquée. Il a fallu continuer un tome 3 dans cette année un petit peu de vide et un peu fantôme. Donc c'est assez... faut être coriace, quoi. Faut avoir envie. Voilà. En fait, personne ne sait, je crois vraiment, ni les éditeurs, ni les libraires. Personne ne sait vraiment, donc il y a beaucoup d'attentes et de frustration. On verra la rentrée ou l'année prochaine, mais ça, personne ne peut le prédire. Au-delà des ventes des livres, le confinement a également signifié pour les auteurs de BD l'explosion de tous les plans B, toutes les activités mises en place pour compenser l'irrégularité ou la faiblesse de leurs revenus, ateliers, conférences ou lectures publiques, ont été touchées par la fermeture des écoles, des médiathèques et l'annulation de tous les festivals et salons.
C'est là que je me suis rendu compte la place que pouvaient prendre mes activités d'intervention, je dirais, à côté de l'écriture pure de scénarios. Grosso modo, un quart à un tiers de mes revenus. Et je sais que notamment les auteurs jeunesse, bande dessinée jeunesse et auteurs jeunesse, pour certains ont perdu plus de 50% de leurs revenus cette année suite à la pandémie, à la crise économique, nous n'avons plus pu faire d'intervention, en fait, où que ce soit. Moi, j'ai énormément de choses qui ont été annulées. Voilà, donc c'est un peu la cata. Dès le mois de mars, le président et son gouvernement annoncent des mesures pour aider tous les secteurs d'activité paralysés, quoi qu'il en coûte. Le ministère de la Culture n'est pas en reste, et Franck Riester annonce aux artistes-auteurs qu'ils pourront eux aussi bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, à hauteur de 1 500 € par mois, selon certains critères. Pourtant, il n'a pas été facile pour les auteurs de bande dessinée d'y accéder. Tout cela pour une question de case, un comble pour des auteurs de BD. Pendant plusieurs mois, seuls les auteurs possédant un numéro d'identifiant d'entreprise, appelé également numéro de ciré, ont pu effectuer la demande d'aide. Pourtant, cette inscription au registre des entreprises n'est pas obligatoire pour les auteurs dont les cotisations sociales sont prélevées par un tiers, un éditeur par exemple, ce qui représente une grosse partie des auteurs de BD. Ces derniers ont dû attendre plus de 3 mois qu'une case spécifique soit incorporée dans le formulaire de demande. La crise sanitaire a agi comme une forme de révélateur où, en fait, on s'est rendu compte qu'on était incapable d'identifier la profession, qu'on était incapable de lui venir en soutien économique et social de manière normale, contrairement aux autres travailleurs. Ce qui nous a vraiment donné la sensation, je pense, beaucoup d'auteurs et d'autrices de crier dans le vide depuis des années, si ce n'est des décennies, sur des choses du coup qui se produisent en fait. Et j'ai fait une tribune sur la case parce que je pense que c'est symptomatique pour beaucoup d'artistes-auteurs, c'est qu'en fait, à chaque fois, on ne sait pas dans quelle case on mettre. Est-ce qu'ils sont comme les salariés? Est-ce qu'ils sont comme les indépendants? On ne sait pas trop. Bon, voilà. Et donc en général, on met autre, mais on ne sait jamais si autre ça correspond. Et donc là, après, la sécurité sociale a ajouté une case artiste-auteur. On s'est dit formidable, enfin la case, enfin le truc qui fait qu'on existe quelque part administrativement. 270 000 personnes, bon. Sauf que mince, non, quand on fait sa démarche sur la sécurité sociale, même si on coche la case, on nous demande toujours des papiers qu'on n'a pas pour notre profession. Donc la case, ça suffit pas, faut qu'elle soit raccrochée à quelque chose. Mais c'est vraiment un sentiment, je pense, qui est beaucoup partagé, c'est la sensation d'être en marginalité, c'est d'être en dehors des clous, d'être en dehors de tout ça, et d'envie d'agir et que les choses bougent. Le problème d'identification et de traitement des dossiers des auteurs n'est pas quelque chose de nouveau. La sécurité sociale est pourtant un des piliers et la fierté de la société française. Mise en place en 1945 par le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle à la sortie de la guerre, la sécurité sociale garantit à chacun de disposer des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, et en toutes circonstances. Elle est fondée sur les principes de solidarité, d'universalité et d'unité. Le niveau de protection est censé être le même pour tous et accessible de façon identique à tous les travailleurs sur le sol français. Depuis 1975, les artistes-auteurs sont rattachés à la sécurité sociale au même titre que les travailleurs du régime général. Cependant, dans les faits, l'accès à ces droits n'est pas si simple. La raison se trouve en partie dans le système même de leur rémunération, ces fameux droits d'auteur. Si on compare un bulletin de salaire d'une note de droit d'auteur, on s'aperçoit pourtant que les cotisations sociales prélevées sur les revenus des auteurs et des salariés sont aujourd'hui exactement au même niveau. La différence se joue sur la part patronale. Dans le privé, les charges patronales représentent entre 25 et 42% du salaire brut versé. Côté auteur, la participation sociale des diffuseurs d'œuvres, par exemple les éditeurs, s'élève à 1,1% du revenu versé. En l'absence de cotisations correspondantes, les artistes-auteurs ne bénéficient pas des mêmes prestations que les travailleurs salariés. Ils n'ont ainsi pas droit aux congés payés, ni au chômage. Ils ne sont pas non plus couverts en cas d'accident du travail, ni en cas de maladie professionnelle. L'autre problème apparaît quand les auteurs souhaitent accéder aux droits qui, eux, leur sont ouverts. Ils font souvent face à des difficultés dans le traitement de leurs dossiers, dues à l'incompréhension des agents chargés de les traiter. Donc vous voyez, là je suis enceinte de 8 mois, je sais que ça va être un enfer d'avoir mon indemnité de congé maternité, et ça fait quand même 10 ans que je publie et 8 ans que c'est mon activité à plein temps.
Donc voilà, moi j'ai cotisé comme tout le monde, je veux dire, j'ai participé à la vie citoyenne complètement normale. Et la plupart des femmes, dans mon cas, se retrouvent face à une méconnaissance en fait du régime et face à des défaillances de l'administration qui font qu'on n'arrive pas à avoir des indemnités maladie, des indemnités de congés parentaux, etc. Et ça a été quand même une promesse du président de la République qui s'est pas trop avancé sur le rapport auteur-éditeur dans son discours à Angoulême, mais qui avait dit que c'était vraiment anormal les non-recours sociaux. On ne demande pas des privilèges en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on n'est pas en train de dire on veut être abreuvé de subventions ou j'en sais rien, on dit juste nous on est des professionnels et on voulait avoir accès à des soutiens économiques et sociaux comme les autres personnes de notre pays, quoi. Au printemps 2020, les auteurs de BD n'ont pas vraiment le cœur à la fête. L'évolution de la crise sanitaire pèse comme autant d'incertitudes sur le reste de l'année. Au ministère de la Culture, Franck Riester cède la place à Roselyne Bachelot, qui hérite d'un plan auteur où tout reste à faire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, sur les contrats futurs, sur l'impact sur les ventes en librairie pour être très concret, et qu'est-ce qui va se passer pour les auteurs Je pense à notre slogan, l'année de la bande décimée. Je regrette presque qu'on ait trouvé ce slogan-là parce qu'il fait tellement écho à ce qui est en train de se passer que, mon Dieu, enfin bref. Donc il faut absolument changer de slogan. L'année 2020 devait célébrer le 9e art. En verra-t-elle en fait l'enterrement ?